Je vous propose que nous commencions cette deuxième table ronde de la matinée sur ce thème général du réchauffement climatique, mais non plus abordé sous l'angle de ses conséquences en matière de sécurité civile, mais de ses conséquences en termes de flux migratoires, de migration de population et donc aussi d'examen de cette notion très particulière de réfugiés climatiques dont il sera beaucoup question lors de cette deuxième table ronde. Je précise à nouveau que ces tables rondes sont en version bilingue et que donc si vous souhaitez suivre la table ronde en anglais, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran et ensuite en mettant vos écouteurs d'écouter la traduction simultanée du français vers l'anglais, puisque cette table ronde se tient en français et que les intervenants et moi-même nous exprimons en français. Mais si vous préférez l'anglais, il est tout à fait possible de suivre également cette table ronde en anglais. Je vous propose de vous présenter nos intervenants. Je vais commencer par dire un mot de Madame Ionesco qui s'excuse, qui nous a averti cette semaine qu'elle ne pourrait pas prendre part à cette table ronde. Elle a néanmoins enregistré son intervention. Et donc, nous la diffuserons en tout début de table ronde. Et ensuite, nous enchaînerons nos échanges avec Madame Bilac, donc, qui est directrice de l'IDMC. Vous nous expliquerez dans un instant ce que fait l'IDMC. Je crois que vous êtes basé à Genève. Vous me confiez ça avant que nous démarrions la table ronde. Nous nous entretiendrons aussi avec François Gemène. Vous êtes donc de l'Université de Liège. Vous êtes chercheur. Et nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Bertrand Laverne de la DGRIS, donc Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des Armées, puisque le ministère des Armées aussi examine les évolutions géopolitiques, dont celles liées au changement, au réchauffement climatique et les conséquences qu'a ce réchauffement climatique sur les migrations de population. Sans plus attendre, je propose à la régie de diffuser la vidéo enregistrée par Madame Ionesco, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui a tenu à nous adresser un petit exposé d'une dizaine de minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir me joindre à vous pour cette table ronde, même si malheureusement je ne suis que dans ce petit format virtuel. Avec ma présentation, je voudrais apporter une introduction à la question de comment appréhender les migrations environnementales et climatiques contemporaines en regardant d'une façon un peu différente à travers des registres, des angles, des prismes un peu différents. Donc, j'ai choisi 7 registres différents qui tous me semblent également importants pour parler autrement et apporter des éclairages différents à cette question que vous abordez aujourd'hui, à seulement quelques jours de la grande conférence du climat à Glasgow. Le premier angle que j'ai choisi, c'est donc l'angle peut-être le plus froid et un des angles très difficiles, qui est la question des statistiques et des données. La communauté internationale et la communauté des chercheurs a fait beaucoup d'efforts ces dernières 20 années pour mieux appréhender le phénomène en apportant vraiment des données. Souvent, on parle de millions de personnes déplacées par des catastrophes chaque année liées à des aléas naturels. On a aussi beaucoup de données, en particulier aussi grâce au GIEC, sur les populations exposées à des risques de désertification, des risques de stress hydrique, des risques des montées des eaux. Donc, on a aussi maintenant plus de données sur les prévisions selon des scénarios différents de réchauffement climatique, comme l'exemple que j'ai mis sur ce slide de la Banque mondiale et de son étude sur les migrations internes à l'horizon 2050, où il parle de 143 millions de personnes en seulement 3 régions du monde. Avec ce slide, ce que je voulais dire, c'est que les données permettent vraiment de comprendre beaucoup de choses, que beaucoup de ces migrations sont à l'intérieur du pays, de comprendre la complexité et la difficulté d'isoler les facteurs environnementaux et de comprendre bien sûr l'ampleur du phénomène. Le deuxième registre vient compenser d'une certaine façon ce que j'ai dit, parce que quand on parle de tant de millions de personnes, on est un peu perdu sur le cœur, la réalité de ce dont on parle, qui est l'humain.
c'est l'être humain avec son destin migratoire qui est au cœur de cette histoire dont nous parlons. Et là, par exemple, je peux vous parler de Hamadoud, je peux vous parler de Do, de Detora, de Francis. Il se trouve en Micronésie, aux Bahamas, en Mongolie, au Sénégal. Et chaque histoire humaine de migration environnementale est très importante car elle aussi, elle éclaire ce thème autrement. On comprend encore une fois la complexité des situations, il s'agit trop d'eau ou pas assez d'eau. C'est des questions de pauvreté, d'accès aux services. C'est aussi des questions de stratégie de la famille, de l'individu. C'est une question d'espoir comme de tragédie. Donc pour moi, il est très important de ne jamais oublier ce niveau, ce registre de l'humain dès qu'on parle de ce thème. Cela n'empêche pas que le troisième registre que j'ai choisi est un registre extrêmement important, qui est le registre du juridique et des questions législatives. Au cœur de tout cela, bien sûr, la protection des droits de l'homme pour les migrants à l'intérieur de leur pays qui restent sous la responsabilité de leur état d'origine, mais aussi pour les migrants qui traversent une frontière et où le principe du droit de non-refoulement est très important. Il s'agit aussi de reconnaître qu'il n'y a aucun instrument législatif contraignant qui s'applique spécifiquement aux droits des migrants environnementaux, entre autres aussi pour les questions qu'on a touchées avant dans les questions des statistiques et de l'humain. C'est la difficulté d'isoler les facteurs environnementaux des autres facteurs qui rend aussi la question d'un statut unique et spécifique très difficile. Cependant, il faut regarder le droit environnemental, le droit des personnes déplacées à l'interne, les instruments régionaux, le droit mou, les initiatives des États comme autour de l'initiative Nansen qui a apporté vraiment une avancée sur la protection des personnes qui sont déplacées et qui traversent une frontière, qui sont déplacées par le changement climatique et les catastrophes. Donc les questions juridiques sont au cœur des intérêts des États au niveau national, bilatéral, mais aussi régional et global. Et donc, c'est un niveau extrêmement important à prendre en compte dès qu'on parle de ce thème. Le quatrième niveau est le niveau des politiques, mais aussi du politique et de la politisation, malheureusement, de ce thème, de la réalité de ce thème. Mais quand je parle des politiques, je ne parle pas justement de cette politisation qui souvent caricature ce dont on parle, mais de la complexité, encore une fois, de l'importance des partenariats, parce qu'il s'agit autant pour les politiques du climat de mieux saisir les dimensions migratoires que pour les politiques de la migration, de mieux comprendre les facteurs environnementaux et climatiques. Mais en fin de compte, on parle aussi bien de politique humanitaire, de politique de développement, de urbanisme, de santé, des questions de sécurité, de genre. Donc, encore une fois, on ne peut pas appréhender ce thème et ne parler que d'une partie, en fait, de ces éventails de questions auxquelles il touche. Le cinquième niveau, j'ai hésité à le mettre en tant que tel, mais je me suis dit qu'après avoir travaillé 10 ans dans une agence internationale et être allée à des si nombreuses discussions interagences, négociations avec les États, je pense qu'il est central de ne pas mépriser en fait le niveau technocrate et bureaucrate, parce que en fait ce thème s'est traduit ces dernières années dans de nombreux maintenant textes qui ont été négociés et où les États se sont engagés à prendre action. Et donc là, j'ai mis une sorte de lecture bureaucrate, rien qu'avec des décisions, des résolutions, des accords, aussi bien du côté environnemental, climatique que migratoire. Ce sont des petits paragraphes comme le paragraphe 14F de Cancun, ce sont des recommandations comme les recommandations de Katowice. Et je pense que c'est important, juste maintenant qu'on s'engage dans la nouvelle conférence du climat, de comprendre que donc ces paragraphes, ce texte, ces éléments de langage sont déjà là, ils sont inscrits dans les textes. Et ce qui compte maintenant, c'est de transformer tout cela tout simplement en action. C'est pourquoi
j'ai choisi aussi comme autre niveau et registre le niveau opérationnel. Là, j'ai mis que des photos qui sont des photos d'exemples de projets qui ont été développés par l'Organisation internationale pour les migrations avec beaucoup d'autres partenaires, en particulier des partenaires du terrain. Et là, je peux vous parler, par exemple, de la question des énergies propres dans des situations de déplacement. Comme en Soudan du Sud, dans le secteur humanitaire, où on fait un grand effort pour rendre donc les camps beaucoup plus et toutes les opérations plus vertes. Je peux vous parler d'emplois verts et de retour des migrants. Je peux vous parler d'emplois bleus et des investissements des diasporas. Je peux vous parler d'un nombre d'éléments qui lient, par exemple, question de migration avec l'agroécologie, avec des pratiques de reforestation. Donc, c'est là, voilà, l'opérationnel pour moi est un élément clé pour se dire qu'on ne fait pas que du blabla, mais que la question de migration et du climat peut être traduite dans des actions extrêmement concrètes. Et enfin, le dernier registre que j'ai choisi et que je trouve apporte une lumière totalement complémentaire et importante aux questions juridiques, statistiques, économiques, politiques, opérationnelles, c'est tout simplement l'art. Je ne vais pas aller dans le détail, j'ai mis par exemple un exemple de poème, un exemple de film, le magnifique travail de Alessandro Grassani sur les migrants environnementaux, le travail extrêmement innovant et qui titille l'attention de Lucie Horta sur, par exemple, le passeport arctique. Je vous ai mis aussi le magnifique travail de Marie Velardi, qui est une artiste qui regarde, qui transforme la question des montées des eaux, comme sur cette image qu'elle nous a eu la gentillesse de nous offrir pour l'Atlas des migrations environnementales. Voilà, c'est à travers l'art, on arrive aussi à traduire tout ce que ce thème représente pour notre humanité, de tragédie, mais aussi d'opportunité et de beauté. Et pour conclure ma présentation, je me suis permise juste de mettre quelques cartoons parce que je trouve qu'avec les caricatures, on parle aussi souvent, on résume bien les questions. Donc voilà des petites caricatures de ma part. La première, vraiment pour conclure, pour montrer que la migration peut être une opportunité et qu'il faut en avoir les moyens et que parfois les plus vulnérables sont ceux qui n'ont pas ces moyens-là et ceux qui restent. Pour vous encourager pour la COP, un petit clin d'œil pour dire qu'il s'agit vraiment d'agir et pas uniquement de parler. Et en dernier, juste par rapport à la question des données, de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, que je crois vraiment que maintenant, la science nous montre quand même beaucoup de choses auxquelles il faut répondre. L'humour fait aussi partie des réponses. Mais bien sûr, il faut agir. Donc, avec cette présentation, je m'arrête ici. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà pour l'enregistrement de la contribution de Madame Ionesco. Je rappelle qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, comme de manière générale toutes les vidéos qui ont été captées à l'occasion de ces tables rondes ou préalablement enregistrées par des participants qui n'ont pas pu y prendre part. Alors, maintenant, il nous permet, après cette introduction, de rentrer dans le dur de cette table ronde. Je vais d'abord me tourner vers vous, Madame Bilac. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de l'IDMC. D'abord, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qu'est l'IDMC basé à Genève, ce que vous y faites, quelles sont ses principales actions ? Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc l'IDMC, c'est l'acronyme anglais, mais en français, nous sommes l'Observatoire mondial des situations de déplacement interne. Nous sommes une organisation non gouvernementale basée à Genève et dont le mandat est de recenser à l'échelle mondiale les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays par des conflits, des violences et des catastrophes liées aux aléas naturels d'ordre climatique ou géophysique. Nous compilons et nous analysons toutes les données qui sont disponibles et qui nous viennent
qui nous parviennent de gouvernements, d'agences onusiennes sur le terrain, d'organisations internationales, d'ONG nationales et internationales, de la société civile et même dans certains cas de sources médiatiques locales. Notre rôle est d'analyser et de vérifier la pertinence, la rigueur méthodologique et la précision de ces chiffres, de les centraliser dans une base de données. Donc nous sommes actuellement détenteurs de l'unique base de données au monde sur les personnes déplacées internes et de les rendre disponibles à des acteurs étatiques et non étatiques à des fins de planification et de réponse opérationnelle. Donc vous avez beaucoup de chiffres, et c'est de chiffres dont il va être précisément question maintenant. Oui. On a parlé lors de la première table ronde de ce matin du réchauffement climatique, de ses conséquences, et parmi les conséquences, il y a donc les flux de population, les déplacements de population. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette carte brièvement, mais nous dire en fait qui se déplace, où est-ce qu'on se déplace, et où est-ce qu'on se déplace en raison des conséquences du réchauffement climatique? Oui, avec plaisir. Donc cette carte, c'est la photographie mondiale que nous publions chaque année au mois de mai dans notre rapport mondial. Cette carte fait état du nombre total de nouveaux mouvements comptabilisés sur une année, en l'occurrence ici l'année 2020. Donc c'est très important de préciser qu'il s'agit ici de mouvements et non de personnes déplacées. Donc pour expliquer ça, ça veut dire que dans un pays, nous pouvons faire état de 3 mouvements qui ne représentent 3 personnes différentes, mais là, ça peut être la même personne qui est déplacée 3 fois sur l'année. Donc ce que cette carte montre, tout d'abord, c'est la distribution en termes de couleurs. Donc en orange, les nouveaux mouvements de population forcés liés aux conflits et aux violences. Donc vous voyez une concentration quand même sur l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Et en bleu, ces nouveaux déplacements liés à des catastrophes d'ordre, comme je l'ai dit, climatologique ou géophysique. Et là, bien sûr, les zones les plus touchées sont assez évidentes. C'est tout d'abord l'Asie, donc la Chine, l'Inde et les Philippines, qui sont, je dirais, historiquement les 3 pays les plus touchés chaque année, ceux dans lesquels on recense le nombre le plus important de personnes déplacées. Ce sont majoritairement des évacuations qui sont menées par les gouvernements, par les autorités locales, donc en amont de catastrophes, donc pour sécuriser les communautés qui vivent dans le périmètre d'impact de la catastrophe. Donc ce que vous voyez ici, par exemple, en 2020, les grandes bulles bleues que vous voyez, c'est surtout le cyclone Amphan qui a touché le golfe du Bengale et qui a causé plus de 5 millions de déplacements en Inde, au Myanmar et au Bangladesh. Ce qu'on voit aussi là, c'est le Vietnam, par exemple, qui a aussi subi plusieurs typhons et des inondations à répétition l'année dernière. Si vous allez un petit peu plus à l'est, vous voyez les pays insulaires du Pacifique qui ont été frappés en 2020 par notamment le cyclone Harold, qui a été particulièrement dévastateur pour des pays comme les îles Fidji et Vanuatu. Ensuite, si on va à l'ouest, on voit que l'année 2020 a été marquée par une saison record d'ouragans et de tempêtes tropicales dans l'Atlantique qui se sont abattus sur 14 pays dans la région, dont les États-Unis. Les États-Unis qui ont également subi d'importants feux de forêt, qui ont également occasionné de nombreux déplacements, des milliers de personnes qui ont dû être évacuées et qui sont, pour certaines d'entre elles, encore déplacées aujourd'hui. Ensuite, peut-être si on peut juste revenir sur la carte, ouais. On voit aussi certains pays d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d'Asie centrale qui, eux, souffrent du double impact de conflits et de catastrophes. Donc c'est le cas des pays dans la zone du Sahel, dans la Corne de l'Afrique, ou encore en Irak, en Afghanistan, où des personnes qui sont déjà déplacées par les conflits, par les violences, peuvent être amenées à se déplacer une fois de plus, ou même à répétition, suite à des événements climatiques comme des inondations ou des sécheresses. Vous nous avez très bien expliqué, justement, donc on voyait en bleu, enfin les cercles bleus correspondent au déplacement de population lié au réchauffement climatique. Où vont les personnes déplacées ? Parce que se déplacer, donc c'est bien évidemment que ça consiste à aller d'un endroit donné à un autre endroit, mais quel est le point de chute ? Où vont les gens qui se déplacent ?
Alors ça, c'est vraiment la question centrale pour nous et malheureusement là où il y a vraiment un trou au niveau des données, au niveau de l'information disponible. Donc dans des cas comme ceux que j'ai mentionnés en Asie où on parle d'évacuation, donc des évacuations qui sont menées par les autorités locales, il peut s'agir, donc tout va dépendre en fait de la sévérité de la catastrophe et de l'ampleur des destructions subies par les personnes. Donc pour des personnes qui vont perdre leur maison, dont la maison va être partiellement ou totalement détruite, elles vont être dans un premier temps mises à l'abri, donc elles vont se regrouper dans des abris qui sont disponibilisés par les autorités. La durée, ou disons le temps que ces personnes vont passer dans ces abris va varier énormément en fonction de la capacité de réponse des autorités. Donc dans les meilleurs cas, elles vont y rester 3, 4, 5 semaines, 3 mois, jusqu'à 6 mois avant de pouvoir retourner chez elles. Malheureusement, dans des cas où les gouvernements n'ont pas les capacités de réagir à temps, de fournir l'assistance humanitaire adéquate, et dans des cas où des maisons ont été entièrement détruites et où les personnes n'ont pas la capacité de rebâtir et de rentrer chez elles, on va se retrouver sur des situations de déplacement qui vont se prolonger dans le temps. Et ça, c'est le cas, on le voit bien sûr dans des pays comme en Afrique subsaharienne, donc avec les cyclones au Mozambique, avec cyclone Ida et Kenneth qui ont vraiment occasionné des déplacements prolongés, mais également aussi dans certaines zones, même dans des pays riches comme le Japon et les États-Unis, où on voit des petits groupes de population, notamment celles des classes socio-économiques marginalisées, qui ne peuvent pas rebâtir rapidement. Non, justement, vous citiez les pays développés, et c'est vrai que des cercles, qu'ils soient orange ou bleus, mais surtout bleus, on en voit assez peu en Europe, ou alors ils sont de très petite taille sur votre carte, et en France. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de déplacement de population en Europe et en France, ou vous en constatez néanmoins? Non, on en constate. Alors vous voyez, ils sont petits, mais ils sont quand même là. Il y a des petits cercles en bleu. Alors effectivement, l'Europe, en 2020, a connu approximativement 300 000 nouveaux déplacements dans toute l'Europe. On a parlé tout à l'heure donc des tempêtes Alex, Gloria, mais on en a connu à travers tout le continent de la Grande-Bretagne jusqu'à la Turquie. Donc des inondations, des glissements de terrain, la destruction de maisons, donc qui ont causé donc pour la plupart donc des évacuations et dans certains cas des déplacements prolongés, des situations où des personnes n'ont pas encore pu retourner chez elles, ne le pourront peut-être jamais, et se retrouvent donc dans des situations temporaires où elles doivent louer justement un appartement en attendant justement que l'assurance puisse, qu'elle puisse reconstruire ailleurs. Je me tourne un instant vers François Gemène avant de revenir vers vous, mais on voit cette carte avec les déplacements de population. C'est cela qu'on appelle un réfugié climatique pour le chercheur que vous êtes. Quelle définition vous en avez? Je dirais que ceci représente une partie de ce qu'on appelle plus largement dans les débats publics et médiatiques un réfugié climatique, puisque sur cette carte, on a évidemment les personnes qui sont déplacées à cause d'événements brutaux, c'est-à-dire des sécheresses, des inondations, des ouragans ou des incendies. À côté de ces événements brutaux pour lesquels il est possible de comptabiliser le nombre de personnes déplacées, parce qu'il y a une assistance humanitaire qui se met en place, il y a des organisations sur le terrain qui font remonter les chiffres. À côté de ces déplacements brutaux, il y a évidemment les impacts plus graduels du changement climatique, comme la dégradation des terres ou comme la hausse du niveau des mers, qui, eux, vont provoquer des migrations beaucoup plus éparses, espacées dans le temps et dans l'espace, qui ne sont souvent pas comptabilisées dans les systèmes statistiques des pays concernés, et qui vont mêler plusieurs facteurs de migration, où les facteurs environnementaux ou les facteurs économiques, par exemple, sont très très profondément liés les uns aux autres, et c'est des migrations qui vont s'étaler sur plusieurs années, donc c'est difficile de les compter sur une année donnée. Mais justement, comment vous hiérarchisez les facteurs qui conduisent des personnes à se déplacer? Il y a une hiérarchie des facteurs? Est-ce qu'il y a des raisons qui poussent plus des personnes à se déplacer que d'autres raisons? Oui, selon les endroits et selon les circonstances, il y a certains facteurs qui sont évidemment dominants. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a aussi le fait que
souvent, cette séparation par facteur correspond bien davantage, je dirais, à une vision occidentale des choses, qui cherche à faire correspondre les migrations aux catégories politiques et juridiques que nous avons établies dans les pays occidentaux, plutôt qu'à décrire la réalité empirique des mouvements de population. Alors, sur un plan empirique, et c'est la question aux chercheurs que vous êtes, une question très simple, pourquoi se déplace-t-on ? La première raison, c'est pour sauver sa vie. C'est-à-dire que dans les cas de catastrophes comme celle qu'on voit là, dans les cas de conflits, de violences, de persécutions, la première raison, c'est d'abord pour sauver sa vie. Et ça ne veut pas dire que tous les gens qui se déplacent pour sauver leur vie vont devenir réfugiés, notamment parce qu'il n'y a pas de régime juridique qui protège ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Donc, comme dit Nayez l'a rappelé, le terme est utilisé dans le langage courant, mais ne recouvre aucune réalité légale. Et puis parce que beaucoup de gens sont déplacés dans leur propre pays et que donc, on appelle parfois les personnes déplacées à l'intérieur de leurs frontières des réfugiés de l'intérieur. Ce sont souvent des gens qui sont dans des situations comparables à celles des réfugiés sans avoir la protection juridique qui est associée. Donc selon le pays considéré, on va avoir un régime de protection plus ou moins important. Certains pays ont mis en place des vrais mécanismes de protection et de garantie des droits des déplacés de l'intérieur, d'autres pas du tout. Et ça, donc on comprend mieux pourquoi on se déplace, mais il y a une autre question, c'est où se déplace-t-on ? Parce que parfois, de façon très réductrice, on voit les flux de population comme des flux de population de pays en voie de développement vers des pays plus développés. Mais c'est peut-être pas la réalité, vous allez peut-être me démentir, mais peut-être qu'il y a des déplacements entre pays en voie de développement, entre pays développés. C'est même la toute grande majorité des déplacements. En réalité, là encore, nous avons une vision très auto-centrée des choses, puisque souvent ce qui nous intéresse, si on veut bien dire les choses honnêtement, souvent ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui va venir chez nous, et on est assez peu intéressé à la compréhension des dynamiques migratoires globales. Or, il faut rappeler que dans le monde, 3 migrants sur 4 migrent à l'intérieur de leur propre pays, et que dans le quart qui reste, qui franchit donc une frontière internationale, la toute grande majorité va migrer dans le pays voisin ou dans un des pays voisins. Ça veut dire que la grande majorité des migrations internationales, ce sont des migrations régionales. Et par exemple, si on prend un sujet qui tracasse beaucoup les opinions publiques occidentales et les ministères de l'Intérieur, c'est-à-dire les migrations en provenance d'Afrique subsaharienne vers l'Union européenne, eh bien l'Europe n'est la destination que de 13% des migrants internationaux en provenance d'Afrique subsaharienne. Donc ça veut dire que c'est une destination minoritaire pour eux. La toute grande majorité de ces flux migratoires ont lieu à l'intérieur de la région. Et comment vous expliquez que les flux migratoires, finalement, s'arrêtent aux États voisins dans la très grande majorité des cas ? C'est parce que c'est plus complexe d'atteindre des pays plus lointains ou il y a d'autres raisons à cela ? C'est plus cher surtout. C'est-à-dire que vu les milliards que nous dépensons à sécuriser les frontières avec des drones et toute une série d'équipements qui sont en vente ici, ça veut dire que les migrants ont de plus en plus besoin d'utiliser des passeurs pour franchir ces frontières, puisque ces frontières sont de plus en plus militarisées et sécurisées, et que donc, quelque part, on a deux business qui s'entretiennent mutuellement. Le business de la sécurisation des frontières, dont on voit quelques exemples dans ce salon, et le business des passeurs et des trafiquants, parce qu'évidemment, plus les frontières sont sécurisées, plus les migrants ont absolument besoin des passeurs et des trafiquants pour les franchir, et plus ces passeurs et ces trafiquants peuvent facturer très cher leurs services, puisque ça devient de plus en plus compliqué de franchir la frontière, sachant qu'une frontière qui doit être franchie sera toujours franchie. On disait ce matin, quand on parlait des effets du réchauffement climatique, bon, d'abord que le réchauffement climatique était très actuel, c'est pas demain, c'est maintenant, que ses conséquences sont déjà perceptibles et qu'elles allaient s'intensifier. Donc les flux les migratoires, les déplacements de population liés au réchauffement climatique, on voit bien que c'est maintenant et que ça va aussi s'intensifier dans les années à venir. Tout à fait. Et merci de faire cette remarque, parce qu'on a souvent tendance dans le débat public à voir ces migrations un peu comme un risque ou une menace future, quelque chose qui se matérialiserait uniquement si nous échouions à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Or, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Quand on regarde cette carte en 2020, et j'ai aucun doute, ce n'est pas une carte exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on suit les travaux de l'IDMC, on voit que chaque année, on est quand même sur les mêmes ordres de grandeur, et j'ai aucun doute qu'il en sera de même encore pour 2021. Et donc, c'est une réalité
aujourd'hui, et quelque part en parler systématiquement au futur, quelque part nous rend un peu aveugles aux défis, y compris en termes politiques, que ces situations soulèvent aujourd'hui, et nous fait percevoir ces sortes de migration climatique comme une sorte d'épouvantail ou de spectre futur qui nourrirait une future crise migratoire, alors qu'en réalité les enjeux sont déjà là aujourd'hui. Alors c'est précisément là où je voulais en venir, c'est que peut-on faire, que faudrait-il faire pour limiter les effets des déplacements de population, dont vous nous avez expliqué que finalement il s'agissait de personnes qui étaient en souffrance et qui étaient en difficulté, notamment parce qu'elles étaient les premières victimes des conséquences du réchauffement climatique. Alors, il n'y a pas de solution miracle. Et je pense qu'il faut accepter le fait que les migrations ont toujours existé à travers l'histoire humaine et que donc l'idée qu'on a parfois dans les publics de vouloir absolument empêcher les migrations me semble vouée à l'échec depuis le départ. Ce qu'on peut faire par contre, c'est améliorer les conditions de manière à ce que les gens ne migrent que s'ils le souhaitent vraiment plutôt que d'y être contraints, et lorsqu'ils souhaitent vraiment le faire, pour qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions, sécurisées et organisées. Ça implique d'abord de développer davantage des stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique dans les pays touchés. Je prends juste un exemple. En Afrique subsaharienne, on estime qu'environ un ménage sur deux dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est très vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, ce qui veut dire que dès que le climat change un peu, les gens perdent toutes leurs sources de revenus. Donc ça veut dire qu'un enjeu de l'adaptation par rapport à l'agriculture de subsistance, ça va être de développer soit de nouveaux modes d'agriculture, soit d'autres activités économiques en Afrique subsaharienne qui permettent de faire en sorte que les familles ne soient pas obligées d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils à la ville ou à l'étranger pour trouver un revenu complémentaire. Donc il y a des enjeux d'adaptation qui sont aussi parfois des enjeux d'infrastructure, de systèmes d'irrigation, de digues, de protection des côtes, etc. Et puis il y a un enjeu de politique migratoire aussi, de parvenir à trouver des accords et des systèmes de migration qui permettent que d'abord les migrants puissent utiliser leur migration comme une vraie stratégie d'adaptation en elle-même et qui permettent que la migration soit aussi bénéfique pour les pays de départ, pour les pays de destination et pour les pays de transit. Ça nécessite d'organiser les migrations et donc ça nécessite quelque part de sortir de cette posture réactive qu'on a toujours par rapport aux migrations où on considère que les migrations quelque part sont quelque chose qu'il vaudrait mieux empêcher. On reste un peu coincé dans cette idée que dans un monde idéal, chacun resterait chez soi et que personne ne migrerait jamais. Et donc ça nécessite un peu de courage politique pour organiser les choses et accepter la migration comme un phénomène structurel. Alors justement, je vais me tourner vers votre voisin de droite, Bertrand Laverne, du ministère des Armées, plus précisément de sa direction générale des relations internationales et de la stratégie. Pourquoi le ministère des Armées observe, s'intéresse au mouvement de population? C'est une première question, mais pourquoi est-ce qu'à la DGRIS, vous observez cela? Alors, je rappellerai que, ça a bien été dit à ma gauche, hein, c'est un phénomène qui est bien actuel, et donc on n'a pas attendu aujourd'hui ou les suites pour s'y intéresser. En quelque sorte, le ministère des Armées a été un pionnier sur cette thématique à l'occasion, en 2015 de la COP21, en organisant la première conférence internationale de niveau ministériel sur ces enjeux. Et depuis, nous n'avons de cesse de bien prendre en compte ces enjeux sécuritaires et de défense liés au changement climatique que nous suivons donc étroitement à la DGRIS. Alors, sachant aussi, je ferai un petit rappel préliminaire, que nous distinguons bien de notre côté deux notions, avec d'un côté la défense verte, c'est-à-dire l'atténuation de l'empreinte environnementale des armées par la mise en œuvre de tout un tas de mesures de développement durable. Et ça, c'est piloté d'ailleurs au ministère des Armées par la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives du secrétariat général pour l'administration. D'une autre notion qui est la sécurité climatique, c'est-à-dire c'est bien l'anticipation et l'adaptation face aux conséquences du changement climatique sur l'environnement stratégique, sur les forces armées, que ce soit en matière de mission, d'équipement, de préparation opérationnelle. Et c'est bien sur ce second volet qui inclut d'importantes perspectives de coopération internationale que la DGRIS travaille en collaboration avec l'ensemble des armées, directions et services concernés du ministère des Armées. Voilà, donc c'est pour
vous voyez bien qu'il y a des enjeux forts sur l'implication des forces armées en lien avec ces conséquences des changements climatiques. Et donc, nous avons tout intérêt à les prendre en compte. Et nous travaillons donc bien dessus. Alors, justement, concernant les armées, vous disiez les armées doivent aussi s'adapter au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Comment les armées s'adaptent? Comment est-ce qu'elles intègrent le fait que le réchauffement climatique va avoir des conséquences sur la façon dont on vit, de la façon dont on s'organise et plus généralement de la façon dont on peut faire face quand il y a une crise ou des conflits? Alors, je suis un peu gêné par votre question parce qu'un certain nombre de réponses, malheureusement, relèvent de travaux relativement confidentiels. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, dans le prolongement de mes précédents propos, bien que le changement climatique, c'est bien pour nous une question stratégique. Donc tout d'abord, nous le prenons bien en compte de ce point de vue-là avec une approche relativement transverse puisque ça fait intervenir un certain nombre d'acteurs, ceux qui travaillent sur la prospective, la stratégie, et ceux qui travaillent plutôt sur la coopération bilatérale, donc avec nos partenaires sur ces sujets. Nous menons également plusieurs études et pour ce faire, nous nous appuyons sur un certain nombre d'observatoires puisque avec notre volonté de soutenir la recherche stratégique française, la DGRIS se dote de ce type d'observatoire. Alors il y en a particulièrement 2 sur les questions qu'on évoque aujourd'hui que je souhaiterais évoquer. C'est un qui traitait des conséquences géopolitiques des enjeux démographiques, qui était créé en 2016, mais il a été clôturé depuis, et l'autre consacré aux questions de sécurité climatique, également fondé en 2016, qui est l'Observatoire géopolitique des enjeux climatiques en termes de sécurité et de défense, plus communément appelé Observatoire Défense et Climat, dont M. Gémen, ici présent, était le co-directeur, puisque si cet observatoire est piloté par la DGRS, il est confié à un prestataire qui était l'IRIS dans le précédent contrat 4 et qu'en cours de renouvellement. Et donc nous nous appuyons vraiment sur cet observatoire qui est notre fer de lance en la matière pour mener un certain nombre d'études et ce dans 3 buts prioritairement. Tout d'abord, sensibiliser l'ensemble du ministère aux impacts opérationnels du changement climatique et donc mettre en branle, je dirais, l'ensemble du ministère, notamment l'état-major des armées, qui a bien compétence sur le champ opérationnel. C'est initier des travaux de cartographie des risques liés au changement climatique dans les zones d'intérêt pour la France et a fortiori d'intervention de nos forces armées. Et c'est également disposer d'un instrument de coopération internationale. Le volet diplomatie de défense, qui fait partie des missions de la DGRIS, représente un axe fort de coopération sur cette thématique avec nos partenaires stratégiques, notamment en Indo-Pacifique. Et cette démarche vise à favoriser une convergence des vues et les collaborations pour répondre collectivement à ces défis communs. Mais je vois que, et j'entends qu'au ministère des Armées, on observe donc le changement climatique, que les personnes se déplacent en raison de ce changement climatique, mais aussi en raison des conflits, monsieur Gémen nous l'a dit, et parfois se déplacent en raison des deux à la fois, des deux cumulativement, et quand l'un est aussi la conséquence de l'autre. Et à cet égard, et c'est un peu une question à tous les trois, mais en quoi, selon vous, le changement climatique modifie la physionomie des conflits ou fait que des conflits peuvent apparaître et qu'ils y sont directement liés ou qu'ils en sont directement la conséquence? Alors vous avez raison de le souligner, et ça avait été bien dit par mes voisins précédemment. Le changement climatique, une de ses conséquences, c'est certes des déplacements de population, mais c'est loin d'être la seule conséquence d'une part. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui se combinent les uns aux autres. Et donc ce changement climatique, en fait, en interférant avec d'autres facteurs de l'environnement, qui sont nombreux, politiques, démographiques, socio-économiques, religieux, peuvent bien dégrader la sécurité humaine et conduire à une instabilité à l'échelle mondiale.
Donc les changements climatiques et leurs conséquences doivent être considérés comme des multiplicateurs, des amplificateurs, je dirais, d'un certain nombre de phénomènes et qui peuvent donc déstabiliser un pays ou une région. Ils exacerbent en fait, les tensions existantes et ils peuvent aggraver les crises. Ils peuvent aussi parfois conduire à un terreau propice, favorable à l'émergence ou à la propagation de réseaux terroristes. Vous avez des exemples de conflits que vous anticipez à la DGRIS dans votre mission aussi de prospective, de veille stratégique qui seraient directement liés au réchauffement climatique? Difficile question là aussi. Que vous anticipez, que vous redoutez ou sur lesquels vous travaillez, dans le cadre notamment de l'observatoire que vous avez mentionné. L'observatoire nous donne des cartographies des risques, nous aide à évaluer un certain nombre de mesures d'adaptation à effectuer, mais en tant que tel, malheureusement, elle ne nous permet pas encore de prévoir les conflits futurs sur ces sujets, parce que, on vient de le dire, ce sont des phénomènes complexes combinés à une multitude de facteurs interdépendants. Et donc malheureusement, on n'a pas encore la boule de cristal qui nous permet de prédire les conflits futurs. Pour autant, avec là parfois des méthodes un petit peu non conventionnelles, je dirais, ou disruptives, pour reprendre un terme à la mode, la DGRIS se dote également d'outils innovants, avec par exemple des scénaristes de ce qu'on appelle la Red Team, qui sont des artistes du monde du cinéma, de la BD, etc., de la science-fiction, élaborent des scénarios en prévision des futures catastrophes ou conflits. Ça nous aide, nous, à prendre en compte un certain nombre d'enseignements dans le cadre de nos travaux stratégiques, type livre blanc de 2013, revue stratégique de 2018, actualisation stratégique de 2021. Ça nous aide aussi, encore une fois, à sensibiliser les différents acteurs du ministère des Armées concernés, état-major des armées, je l'ai dit, pour le plan opérationnel, par rapport à la planification de futures missions, par rapport à la prise en compte de ces questions dans les équipements, par rapport, en lien avec la DGA, bien sûr, la Direction Générale pour l'Armement, par rapport à l'entraînement. Voilà, ça nous permet de nous mettre en tension le maximum possible. Même question pour vous, François Gemène, mais quand on regarde, notamment le chercheur que vous êtes, les évolutions géopolitiques et ce phénomène du réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des conflits que vous redoutez particulièrement? Est-ce que vous voyez qu'il y a des tensions qui s'exacerbent et qui sont directement liées à ce réchauffement climatique? Alors oui, on observe déjà aujourd'hui de nombreuses tensions liées aux effets du changement climatique et singulièrement à la dégradation des sols. C'est ainsi que dans plusieurs régions du monde, on a notamment des tensions pour les terres, par exemple entre des éleveurs nomades qui sont contraints de changer leurs itinéraires de transhumance et des agriculteurs sédentaires qui voient leurs terres convoitées. Et c'est ça qui va provoquer toute une série de tensions, voire de conflits. Le conflit actuel au Nigeria est directement lié à cette question des terres, de la compétition pour les terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires. C'est aussi un terreau fertile à la prolifération de groupes terroristes. Par exemple, dans la région du lac Tchad, on a toute une série de petits groupes terroristes liés de près ou de loin à Boko Haram qui recrutent des milices en proposant aux populations de protéger leurs terres contre des velléités d'accaparement. Donc on a déjà, en divers endroits du monde, ce ne sont pas des conflits entre États, mais on a des tensions locales qui sont parfois très marquées et qui parfois dégénèrent en conflit. Je crois vraiment qu'une question essentielle quand on examine les liens entre changement climatique et conflictualité, ça va être la question des territoires. La question des territoires, historiquement, est une des principales sources de conflits dans le monde. La plupart des guerres ont été menées pour conquérir ou pour défendre du territoire. Et littéralement, le changement climatique va modifier les cartes des géographies, va modifier les territoires, à la fois en raison de la hausse du niveau des mers. Certains pays vont perdre potentiellement la totalité de leur territoire. On pense aux petits États insulaires
ce qui met en cause le lien fondamental de l'ordre international aujourd'hui entre l'État et le territoire, et d'autres territoires vont devenir difficiles à cultiver, difficiles à habiter, et donc vraiment cette question des territoires, à mon avis, va être un facteur de conflictualité de plus en plus marqué à l'avenir. Et l'accès aux ressources, vous le voyez aussi comme un facteur de conflictualité, l'accès à l'eau par exemple, avec en rappelant que le territoire est la première des ressources. C'est-à-dire que vu le nombre de personnes aujourd'hui qui dépendent encore dans le monde de l'agriculture, la terre est la première des ressources. Alors l'eau, évidemment, peut aussi être un facteur de tension et de compétition. Jusqu'ici, les conflits et les tensions liées à l'eau ont été relativement limités. On ne peut pas exclure que ça se développe dans le futur. D'où l'intérêt de développer dès à présent des instruments de coopération et de gouvernance, notamment dans le partage des eaux. Il faut rappeler que 2/3 des bassins fluviaux à l'échelle mondiale sont partagés entre 2 ou plusieurs pays. Et on sait que le débit de certains fleuves va ralentir considérablement. Et donc, ça pose vraiment des enjeux de partage des eaux et d'anticiper ces phénomènes climatiques à venir. Vraiment, une des grandes raisons pour laquelle souvent les impacts du changement climatique dégénèrent en conflit ou en catastrophe, comme on l'a vu avec les inondations en Allemagne et en Belgique cet été, c'est par défaut d'anticipation, c'est par défaut de préparation. Je ne vous ai pas interrogé sur les questions de démographie, mais en vous écoutant, vous nous dites le rapport au territoire, l'accès aux ressources, le réchauffement climatique qui va priver certains territoires de leurs ressources, mais la privation est d'autant plus insupportable que parfois l'accès aux ressources doit être permis ou possible pour un plus grand nombre de personnes, parce que les dynamiques démographiques font que dans certains États, la population augmente, et augmentant a besoin d'accès aux ressources. Les évolutions démographiques, c'est pour vous un facteur aussi de mouvement de population dans les années à venir ? Il est certain que les évolutions démographiques font évidemment peser un poids plus important sur des ressources qui vont aller plutôt en se raréfiant. Et donc, effectivement, c'est une question, je dirais, de distribution de la population sur le territoire. Je crains, hélas, que nous ne soyons pas encore prêts du tout à aborder cette question, parce que la question fondamentale que va poser le changement climatique, c'est la question de l'habitabilité. C'est-à-dire, où peut-on habiter sur Terre ? Quelles sont les zones sûres pour l'habitat ? On a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui habitent dans des zones exposées aux impacts du changement climatique. On continue à développer dans des zones à risque des activités économiques, des logements, ce qui veut dire que plutôt que d'être dans un mouvement de retrait de ces zones à risque, ce qui devrait déjà être le cas aujourd'hui si on anticipait les choses, on est encore dans un mouvement d'expansion de la population dans ces zones à risque. Et donc cette question de la distribution et de l'habitabilité est vraiment centrale. Le problème, c'est que nous ne sommes pas du tout préparés à avoir une discussion pragmatique et rationnelle sur ces questions quand on voit les tragédies et les conflits que provoque par exemple le sauvetage de quelques centaines de migrants en Méditerranée, quand on voit les pourparlers sans fin et les crises politiques auxquelles ça donne lieu dans l'Union européenne. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous disiez des chiffres très éloquents, que les déplacements de population, c'était d'abord dans le pays ou dans les pays voisins. Mais si on prend une zone géographique composée de plusieurs États et qu'on y constate que la démographie est en augmentation partout et que l'accès aux ressources diminue partout, est-ce que ça va pas complètement bouleverser cette dynamique de déplacement où on n'ira plus nécessairement chez le voisin, mais peut-être beaucoup plus loin ? C'est tout à fait possible, et ça va dépendre aussi de la manière dont nous allons organiser les choses. Comme je disais, pour le moment, on ne parvient pas encore véritablement à avoir ce débat sur la distribution géographique de la population mondiale. C'est pourtant inévitablement une question qui va se poser dans les prochaines décennies. Je me tourne vers vous, Alexandra Bilac, parce que vous nous aviez montré des cartes, mais vous avez aussi des chiffres. Que disent vos chiffres, justement, sur l'augmentation possible des conflits liés au réchauffement climatique et donc aussi au déplacement de population qui résulte de ces conflits ? Est-ce que vous avez fait des analyses en la matière ? Vous avez quelques chiffres, quelques résultats ? Alors, je rejoins tout à fait ce qui a déjà été dit sur la corrélation, disons, qui existe entre la pression sur des ressources naturelles, sur des écosystèmes et l'émergence de nouveaux conflits, de tensions intercommunautaires. On l'a vu au Nigeria, on le voit au Sahel.
On le voit à travers, on le voit même en Irak, on l'a vu en Syrie, etc. Donc ça, c'est incontestable. Ce que nos chiffres montrent, ou du moins ce que la cartographie mondiale montre, c'est cette convergence de plus en plus. D'ailleurs, On a la carte qui s'affiche à nouveau. Il y a une autre carte que je vous montrerai. Vous avez d'autres statistiques? Ce ne sont pas tant des statistiques, mais c'est juste pour faire... on a superposé en fait les pays... affectés donc par des conflits et par des forts... Donc ça, ce sont ceux qui fort sont volume de déplacements liés au conflit, sur la carte. Voilà, et qui sont également vulnérables au changement climatique. Donc vous voyez là quand même une forte concentration en Afrique subsaharienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, effectivement, comme le dit François, on n'a pas, ou comme vous l'avez dit, Monsieur Laverne, on n'a pas une boule de cristal qui va nous permettre de prédire exactement où de nouveaux conflits vont être attendus, mais certainement ce que cela montre, c'est cette aggravation, cette amplification des vulnérabilités qui sont déjà là, notamment au niveau de personnes qui ont déjà été déplacées par des conflits et qui subissent maintenant l'impact à répétition de catastrophes climatiques ou autres et qui sont amenées à se déplacer. Alors bien sûr, dans un premier temps, elles vont se déplacer chez elles et très près d'elles. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose que François disait tout à l'heure. Vous avez demandé pourquoi les personnes ne se déplaçaient pas très très loin. Oui. François disait oui, il y a une question de coût, oui. Mais je pense qu'il y a aussi une préférence. Ce n'est pas forcément une option désirable que de quitter son pays et d'aller dans le pays voisin et encore plus loin en Europe ou ailleurs. La préférence principale des personnes déplacées, c'est de pouvoir rester chez elles, de pouvoir reconstruire non loin de leur zone d'origine. Donc, à force de vouloir rester près de leur zone d'origine, elles vont aussi subir en fait les impacts de différents types de chocs climatiques. Et c'est là qu'on va voir des populations, des communautés qui étaient déjà vulnérables au départ, qui sont déjà marginalisées au départ, devenir de plus en plus marginales et peut-être effectivement se retrouver et devoir se déplacer dans des zones encore plus à risque et intensifier en fait les risques futurs. Oui, parce qu'en fait, celui qui est réfugié au sens juridique du terme, c'est-à-dire qui fuit un État en guerre, est aussi, en quelque sorte, vous êtes en train de nous l'expliquer, un réfugié climatique, ou un peu des deux, puisque le conflit qu'il fuit souvent résulte de problématiques liées au changement climatique. J'ai raison de présenter les choses comme ça? On peut le voir comme ça? Alors, oui, tout en nuançant toujours la chose, en insistant sur le fait qu'il n'y a jamais qu'un seul facteur responsable d'un déplacement, d'un choix migratoire, ni même d'un conflit. Donc, effectivement, l'impact de changements environnementaux sur des dynamiques communautaires, des dynamiques locales est incontestable, mais ce n'est certainement pas le seul. J'ai une autre question, rassurez-vous, oui, parce que je voulais aussi vous interroger, comme oui. Je l'ai fait pour François Gemène, sur la démographie. Parce que votre carte est assez parlante. Vous nous montrez l'augmentation de la conflictualité, l'augmentation des déplacements de population. Est-ce que là où vous constatez que les gens se déplacent le plus, c'est là où vous constatez aussi des dynamiques démographiques assez favorables? Ou en tout cas qui augmentent la population des États en question? Alors effectivement, les zones, où on enregistre le nombre le plus élevé de nouveaux déplacements chaque année, ce sont également des pays qui sont fortement peuplés, donc la Chine, l'Inde, etc. Donc où on voit vraiment une forte concentration de population dans des zones à risque. Mais comme le disait François, je pense qu'il faut aussi qu'on s'attarde sur ces populations qui sont qui habitent par exemple les zones littorales et où la question va vite se poser de où les relocaliser. Ça va être un choix entre effectivement aménager les côtes ou faire ce repli stratégique et comment du coup organiser cette relocalisation. Et là je pense qu'il y a certains pays dans le monde qui sont déjà beaucoup plus avancés dans cette réflexion et déjà dans cette prise de conscience et dans cette acceptation de quelque chose qui va être extrêmement douloureux, qui doit se faire avec beaucoup de sensibilité pour les préférences des personnes, l'attachement à la terre qu'elles peuvent avoir, les habitudes agricoles, etc. Et donc des pays, par exemple, comme les États insulaires de la zone du Pacifique ont déjà commencé justement ces processus de relocalisation et ont déjà beaucoup de leçons, je pense, à partager avec d'autres pays dans le monde. Parmi les États qui sont souvent montrés du doigt comme étant mauvais élèves en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a la Chine, qui est un des plus gros pollueurs au monde, peut-être maintenant devenu le premier pays pollueur, où en
rivalité avec les États-Unis pour ce triste record. La Chine qui reste l'État le plus peuplé au monde, qui a quand même une dynamique démographique certaine, et pourtant on s'y déplace peu. Quand on voit vos cartes, il y a peu de déplacement de population en Chine. Vous l'expliquez comment ? Si on revient sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a quand même une grosse bulle. Parce que là, je ne voyais pas de cercle. Non, parce que ça, c'est la convergence entre facteurs. Donc, c'est qu'on se déplace quand même. Voilà, oui, si, quand même. Si. Voilà. Oui, si on se déplace quand même beaucoup en Chine. Donc, la Chine, c'est un exemple intéressant puisque, effectivement, chaque année, cette carte montre la même bulle énorme sur la Chine. Donc, où vont les Chinois ? Alors, ça, effectivement, ce sont des mouvements de population qui sont occasionnés par des évacuations massives en amont de certaines catastrophes. Donc, ce sont des évacuations ordonnées. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on a très, très peu de données. Et ce n'est pas seulement propre à la Chine, on a très peu de données à travers le monde sur ce qui arrive à ces personnes sur le long terme. Donc, on sait qu'elles ont été évacuées, on sait qu'elles ont été mises à l'abri temporairement. Or, on n'a aucune information sur la durée de leur déplacement, combien de temps est-ce qu'elles sont restées dans cet abri de fortune, combien de temps est-ce qu'elles ont été indemnisées par l'État si leur maison a été détruite, quelles ont été les démarches de protection sociale, etc., qui ont été mises en œuvre. Ça, c'est une lacune, je dirais, dans les données à travers tous les pays. Typiquement, même dans les systèmes de collecte des données les plus perfectionnés, les plus développés comme dans les Philippines ou en Indonésie. On comptabilise le nombre de personnes évacuées suite à une catastrophe. On les enregistre pendant quelques semaines et typiquement au bout de 3 mois, 4 mois, l'information s'arrête. Et on n'a aucune idée de ce qui va arriver à cette personne. Et on a des exemples des exemples anecdotiques, mais si vous prenez même le cas de l'ouragan Katrina aux États-Unis, on sait qu'il y a encore à l'heure actuelle des personnes qui ont été déplacées à l'époque par cette catastrophe et qui n'ont toujours pas trouvé de solution aujourd'hui. Oui. Écoutez, merci pour ces explications et merci d'être venu avec tous ces chiffres et toutes ces cartes qui permettent aussi de rendre plus parlant la réalité ou les réalités de ce phénomène. Il nous reste quelques minutes pour échanger avec la salle. Si vous souhaitez bien sûr interroger nos intervenants et notre intervenante, la parole vous sera donnée. On vous demande simplement de bien vouloir vous présenter au préalable pour que les intervenants ici sur scène puissent recontextualiser un peu la question. Qui souhaite interroger nos intervenants ? Est-ce qu'il y a des questions ? Madame a une question à vous poser. Vous m'entendez ? Bonjour. On vous entend parfaitement. Romane Lisée, journaliste. On a beaucoup parlé des territoires qui étaient concernés par les migrations à cause du changement climatique. Et en fait, on n'a pas du tout parlé, par exemple, de nous, comment, à force de s'obstiner à fermer les frontières, on transformait également les territoires, enfin notre territoire. Je prends l'exemple de la frontière à Calais, qui est aujourd'hui actuellement, enfin, pour faire gros et ramener à l'actualité, on est en train de déboiser des milliers d'hectares à Calais pour couler du béton, installer des grillages, des barbelés avec des lames de rasoir. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce que nous, on essaie de continuer à gérer les flux migratoires sans transformer nos territoires et en faire finalement des lieux de vie inhabitables ? Pour traduire votre question, mais je parle sous votre contrôle, vous voudriez dire que la lutte contre l'immigration illégale peut être aussi un facteur d'accélération des conséquences du réchauffement climatique. C'est ça votre question. Qui souhaite répondre ? Le chercheur ? Peut-être simplement pour dire qu'il y a effectivement une transformation très importante des territoires suite à la création d'obstacles physiques, donc de murs, de barrières, de barbelés, aux différentes frontières. On estime aujourd'hui qu'il y a plus de 40 000 kilomètres de frontières qui sont aujourd'hui clôturées, murées ou barbelées, que donc cette distance fait plus que la circonférence de la Terre, ce qui est quand même en soi impressionnant. Et on voit que dans certaines zones qui sont particulièrement concernées
par les impacts du changement climatique, eh bien, cette fermeture des frontières apparaît aussi presque comme une sorte de mesure d'adaptation par rapport à des flux migratoires futurs. Par exemple, une des plus longues clôtures frontalières dans le monde, c'est la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, où il y a 3200 km de fils de fer barbelés, ce qui est évidemment considérable et ce qui représente la quasi-totalité de la frontière avec le Bangladesh, qui, on le sait, est aussi un des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et un des pays les plus concernés par des phénomènes de déplacement interne. En Europe, c'est évidemment le cas aussi. Je me souviens qu'en tant que chercheur, lorsqu'il y a encore quelques années, nous employions l'expression imagée d'Europe forteresse ou de forteresse Europe, il y avait toujours un représentant de la Commission européenne qui poussait des cris d'orfraie et qui disait « Mais enfin, comment osez-vous parler de forteresse Europe? L'Europe est un continent ouvert, accueillant et hospitalier, et jamais l'Europe ne sera une forteresse. » Et puis nous avons eu, il y a quelques jours de cela, maintenant 12 États européens, c'est-à-dire quasiment la moitié des pays membres de l'Union européenne, qui demandaient la construction d'un mur aux frontières extérieures de l'Europe et qui donc demandaient la matérialisation de cette Europe forteresse qui était utilisée uniquement comme de façon imagée jadis. Et donc il est certain qu'effectivement il y a un impact environnemental certain à cela, mais je dirais qu'il y a un impact sur nos politiques de coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique ou de protection de la biodiversité qui est sans doute plus importante encore. Parce qu'on voit bien à quel point ces défis environnementaux sont des défis globaux et qu'on est aujourd'hui aussi dans une sorte de registre où chaque pays va avoir de plus en plus tendance à se claquemurer sur lui-même, à se donner l'illusion qu'il est davantage protégé si ses frontières sont fermées. Et je suis un peu tracassé par la tendance actuelle où on a l'impression que chaque pays cherche avant tout à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre plutôt que de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que je dis souvent que le nationalisme est, à mon sens, l'ennemi du climat le plus fort, peut-être même devant le pétrole, le charbon et le gaz. Si on est dans une logique strictement nationale et nationaliste, on ne parviendra jamais à venir à bout de la question du changement climatique. Et quelque part, le fait de murer les frontières traduit quelque part cette logique de repli national, parce que la vraie raison de la fermeture des frontières et de la matérialisation des obstacles, c'est non seulement évidemment d'entretenir le business des passeurs et le business des industriels qui fabriquent ces équipements, et les uns ont besoin des autres pour prospérer naturellement, mais aussi de produire des images de télévision. Et la fermeture des frontières et la clôture et les murs, c'est surtout un symbole qui est adressé non pas à ceux qui sont à l'extérieur de la frontière, mais à ceux qui sont à l'intérieur, comme une manière de les rassurer quant au fait qu'ils sont situés du bon côté de la frontière. En tout cas, en vous entendant, s'il y a bien un constat commun aux deux tables rondes de la matinée, c'est que le problème ou les problèmes liés au réchauffement climatique sont des problèmes systémiques et qu'il n'y a pas de réponse autre que systémique ou globale. Et c'est ce que vous nous avez dit ce matin et c'est ce qu'avaient dit avant vous les intervenants de la table ronde précédente. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Si vous permettez. Je vous en prie. En réaction et en complément de la réponse qui a été apportée par François, moi je souhaiterais, et en revenant à ce qu'on a évoqué lors de cette table ronde d'ailleurs, si on veut éviter ce type de frontières, de murailles, pour ainsi dire, à notre frontière immédiate que vous évoquez, donc je vous laisse juge de l'opportunité d'une part et de la critique artistique sur l'esthétisme d'autre part. Rappelez peut-être quand même, comme on l'a bien évoqué ce matin, que la raison première de ces migrations, c'est sauver sa vie, et donc c'est bien évidemment une combinaison de facteurs, dont les impacts du changement climatique, mais très souvent parce qu'il y a un conflit, voilà, qu'il soit interétatique, intracommunautaire ou autre. Et donc, pour ma part, et c'est sur ce volet que le MINARM intervient principalement, sur ces aspects migratoires et conséquences du réchauffement climatique également, eh bien, je pense qu'il faut agir sur la stabilisation de ces États en crise, tout simplement. Et donc, avec le triptyque sécurisation, stabilisation, développement, voilà, avec une approche donc autrement dite 3D également, hein, diplomatie, défense, développement. Et c'est ce qu'on fait notamment en bande sahélo-saharienne, voilà, en BSS.
et dans d'autres endroits. Et ça me permet d'ailleurs, parce que c'est un aspect que j'avais oublié de mentionner, que le MINARM contribue fortement sur la scène internationale sur un certain nombre de plans qui visent effectivement à agir en amont sur les flux migratoires. Et je prendrai l'exemple de l'opération Irini qui contribue en partie, c'est un des objectifs, il y en a d'autres, dans le cadre du plan asile-migration de l'Union européenne, à limiter cette immigration illégale, entendons-nous bien, il ne s'agit pas évidemment de brider les mouvements légaux, bien évidemment, mais parce qu'il en va aussi de l'intérêt des propres migrants, qui sont très souvent, c'est des aspects qu'on a un peu passé sous silence ce matin, mais qui sont souvent exploités, qui servent à alimenter des filières d'exploitation diverses et variées, pour le grand banditisme, par les mafias et autres, notamment dans les Balkans, ou à travers la Libye, comme ces phénomènes sont bien connus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? Monsieur Lalame, au premier rang. Merci. Donc, Nasser Lalame, je suis directeur de la recherche et de la prospective à l'IHEMI. Merci pour vos interventions. Deux petites questions. Une première, c'est est-ce qu'on s'achemine vers un statut du réfugié climatique, un statut juridique? Est-ce qu'il y a des débats qui sont en cours ou pas dans les instances internationales? Première question. Et deuxième question qui est plus destinée à Monsieur Laverde, c'est est-ce que les forces armées aussi pensent la question de leur projection dans le cadre des dérèglements climatiques? On sait qu'il y a des États qui sont très peu dotés en moyens. Est-ce que vous avez des scénarios dans lesquels vous projetez les forces armées pour aider certains pays à mieux réagir, ou en tout cas à mieux prendre en compte des catastrophes naturelles ou autres? Peut-être commencer pour directement à la seconde question, où je laisse la main à mes voisins pour la première. Je vous en prie, je ne suis pas compétent. Laverde. Alors, il y a différents aspects dans votre question, sauf erreur. On l'a dit, on essaie de travailler sur ces phénomènes de sécurité climatique à travers l'anticipation et l'adaptation. J'ai évoqué l'adaptation de nos futures missions, de nos équipements, de l'entraînement. Et sur les matériels, évidemment, la Direction générale de l'armement au premier chef, avec l'Agence de l'innovation de la défense aussi et d'autres acteurs, effectivement, essaie de développer des matériels résistants aux températures extrêmes, froid ou chaud évidemment. C'est déjà un peu le cas, puisque les forces armées ont toujours été relativement à la pointe et dotées de matériel en capacité d'intervenir sur des théâtres où les températures sont extrêmes, typiquement en BSS où les températures peuvent atteindre 50 degrés, ou l'équipage de l'Astrolabe qui intervient en Antarctique notamment, ou en zone subantarctique en tout cas. Donc on a déjà cette culture de l'innovation et de l'adaptation à ces changements de température. Il y a également un autre aspect, mais c'est peut-être plus sécurité civile, et je pense que ça a dû être évoqué lors de la précédente table ronde, de déployer des unités de sécurité civile mises pour emploi à la DGS-CGC du ministère de l'Intérieur. Dont le directeur général était présent à cette même place. Le préfet Thirion, c'est ça? Exactement, il y a encore 2 heures. Et il nous a effectivement détaillé l'évolution de son dispositif en raison du réchauffement climatique. Alors, je rappelle quand même que ces unités sont des unités militaires et donc du ministère des Armées mises pour emploi au ministère de l'Intérieur. Et donc on intervient bien sûr en accompagnement des populations en difficulté et des pays qui sollicitent notre aide, mais c'est très souvent sur des phénomènes ponctuels, effectivement, donc les phénomènes type cyclone, inondation, tsunami, typhon et autres qu'on a évoqués. Et puis sur des aspects plus lointains de préparation de l'avenir pour intervenir en soutien de pays, là aussi, dont les phénomènes climatiques provoqueraient des conflits. Oui, c'est pris en compte, mais pas véritablement, je dirais, en tant que tel. C'est pris en compte à tous les niveaux. Je l'ai évoqué dans nos travaux d'anticipation stratégique, dans nos coopérations avec ces États d'ailleurs, pour mettre en place
eh bien, une approche commune, éventuellement des partenariats de soutien et autres. Et là, c'est plutôt ciblé et tourné vers les pays de l'Indo-Pacifique, hein, puisque c'est quand même là aussi où une bonne part des phénomènes, on l'a vu sur la carte. Et quant à l'Afrique, bien sûr, aussi, on l'a vu, qui est très concernée par ces phénomènes, et ça ne devrait pas se réduire dans le futur. On a déjà, je dirais, cette culture d'entraide et d'intervention. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la réponse. Si, en tout cas, c'était un certain nombre d'éléments que je souhaitais parfaitement porter. répondu, en tout cas, je pense. Enfin, je me tourne vers M. Lalam, mais il a l'air d'opiner du chef, donc c'est que vous avez parfaitement répondu. Et il y avait une autre question que vous a posée, M. Lalam, mais peut-être c'est plus pour nos deux autres intervenants. Est-ce qu'à votre connaissance, on va évoluer vers la reconnaissance d'un statut de réfugié climatique, comme il y en a un pour le statut de réfugié politique? Je vais bien commencer. Très clairement, non. Je ne pense pas que ça arrivera de mon vivant. Vu l'état de tension dès qu'on évoque au niveau international les questions de protection des migrants, des demandeurs d'asile, et la difficulté à trouver un consensus, y compris au sein de l'Union européenne sur ces questions, on voit mal comment on pourrait trouver, je dirais, un accord plus large avec les pays du Sud, notamment sur cette question, d'autant plus qu'il faut bien se rappeler que 86% des réfugiés aujourd'hui reconnus par la Convention de Genève sont hébergés dans des pays en développement ou dans des pays émergents. Et donc, beaucoup de pays du Sud, lorsqu'on évoque cette question, ont parfois l'impression que c'est une obligation supplémentaire que voudraient leur imposer les pays industrialisés. Et puis, un autre élément à prendre en compte, je crois, c'est que d'un point de vue légal, la logique est fondamentalement différente. Sur la question de l'asile et de la Convention de Genève, le statut de réfugié est accordé parce que la personne est persécutée ou craint d'être persécutée dans son propre pays et que donc son gouvernement n'est plus capable de lui assurer une protection, voire même, c'est parfois le gouvernement qui la persécute directement. Dans le cas des impacts du changement climatique ou des catastrophes, les gouvernements, généralement, des pays touchés, cherchent à aider au maximum leur population et cherchent à protéger au maximum leur population. Et on travaille notamment avec des forces armées de certains pays directement touchés. De plus en plus, les forces armées sont concernées par des missions humanitaires de protection, d'évacuation des populations, de reconstruction des zones touchées. Et donc, on n'a pas la même substitution de souveraineté, à mon sens, qui devrait s'opérer. Et donc, ça doit être un régime, si on va vers un régime de protection internationale, que j'appelle de mes voeux, même si réalistement, je crains que ça ne se matérialise pas, ça ne peut pas être exactement la même logique de substitution de souveraineté. On doit, à mon avis, être beaucoup plus dans une logique de partenariat avec l'État d'origine. Alexandra Billet, vous souhaitiez ajouter un mot sur le statut de réfugié climatique? Oui, simplement pour dire, je rejoins tout à fait ce qu'a dit François. Je pense qu'on est très loin de cette idée, notamment du fait qu'il y a une résistance vraiment à cette perception de diluer en fait l'appellation de réfugié telle qu'on la comprend par la Convention de 51. Mais cela dit, c'est vrai que si on considère que la majorité des personnes, à l'heure actuelle en tout cas, qui sont affectées par le changement climatique se déplacent à l'intérieur de leur pays, je pense qu'il faut qu'on investisse davantage dans la capacité des États à intégrer cette thématique dans leur politique publique. C'est le cas d'ailleurs de nombreux pays africains qui ont adopté la Convention de Kampala, qui est très claire à ce sujet, qui reconnaît les impacts climatiques comme une des causes fondamentales des déplacements de population à l'intérieur des pays. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'investissement qui doit être fait pour donner les moyens à ces pays de mettre en œuvre des politiques intégrées qui vont reconnaître l'impact immédiat, mais aussi sur le long terme, et intégrer des réponses à leur politique nationale de développement. Il y a beaucoup d'exemples très prometteurs, je pense, de certains pays africains qui pourraient... la Convention de Kampala est unique au monde, mais elle pourrait très bien être répliquée dans d'autres régions et justement commencer à donner vie à une approche plus régionale et peut-être à terme internationale. Il nous reste du temps pour une dernière question, si quelqu'un souhaite interroger nos intervenants. Encore une fois, je ne souhaite frustrer personne de sa question. Pas d'autres questions? Alors, il me revient de
conclure cette table ronde simplement en remerciant d'abord les intervenants, Alexandra Bilac, François Gemène, également remercier Bertrand Lavergne pour leur participation à cette table ronde. Je n'oublie pas Dina Ionesco qui n'a pas pu être présente mais dont la vidéo se retrouvera sur la chaîne YouTube de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Les tables rondes de cette matinée sont terminées et donc je vous souhaite à toutes et tous un excellent déjeuner.